Saint-Grégoire, Édouard Ribateau. Je suis un local, entre guillemets. J'habite pas très loin, là, à Saint-Clément. J'ai habité Joux, donc j'ai pas mal été sur le secteur. C'est un coin que je connais bien aussi pour y avoir travaillé à l'époque où je travaillais en association de protection de la nature. Donc voilà, moi je suis un naturaliste, un écologue. Je m'intéresse à la faune, à la flore, aux petites bêtes, aux grosses bêtes. Je cours après les chauves-souris, après les tritons et les crapauds, après tout ce qui bouge un peu. Donc voilà, je m'intéresse au vivant et donc du coup ça fait naître chez moi un certain militantisme en tout cas pour pouvoir faire valoir le vivant, en faire prendre conscience, le faire découvrir aux gens et dire que c'est intéressant de préserver des espaces afin de préserver des espèces. Je vais dire un mot sur l'autoroute. Elle a été annoncée en 2008 comme l'autoroute transparente, la plus verte des autoroutes. Transparente pour les animaux. Voilà. Et peut-être qu'on verra un petit tunnel qui passe dessous. Vous avez vu, on est passé sous un des ponts. Ils n'ont pas menti, les animaux sont devenus transparents, on les voit plus. D'accord. Et surtout au niveau des mares, parce qu'en fait on va parler un peu tout à l'heure des grenouilles, des crapauds et des tritons. C'est des petites bêtes avec de toutes petites pattes. Ils n'ont pas de moyens de locomotion aussi performants que les nôtres. Et donc du coup ils se déplacent sur des petites distances. Et donc du coup pour pouvoir aller voir leurs copains qui sont situés à l'autre mare plus loin, ils ont besoin de pouvoir aller de mare en mare et pouvoir comme ça aller tout le long. Donc voilà, du coup ici il y a une logique de continuité, on parle de continuité écologique, de corridor écologique. Puis je m'intéresse évidemment au milieu dans lequel j'évolue, à savoir le monde rural et la ruralité, la paysannerie, et puis les terres agricoles, parce que quand on est naturaliste, on aime bien traîner ses guêtres dans les prés, dans les champs, parce qu'on y trouve tout un tas de petites espèces qui sont liées au milieu agricole, qui sont liées aux zones humides, qui sont particulièrement intéressantes. Et nous à l'époque, on avait de cesse de dire qu'il y avait les impacts directs de l'autoroute, mais il y aura les impacts après. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard. On y est dedans, c'est quand il y a une bretelle d'autoroute derrière, il y a des visions d'aménagement. En fait, moi, j'ai pas mal entre guillemets apporté des éléments historiques et de conseils auprès du collectif d'un point de vue juridique sur l'historique de la zone, parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé sur le projet d'autoroute, j'ai travaillé entre guillemets à l'accompagnement environnemental, j'ai travaillé tout ce qui était thématique zone humide, mares, chauves-souris, donc je connaissais bien le territoire, je connaissais bien l'historique de la zone, donc j'ai pu apporter déjà quelques éléments historiques. Alors, quand tu parles de projet d'un autre temps, effectivement, on est vraiment dans la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se bat contre un projet qui date d'il y a entre 10 et 12 ans, qu'ils avaient dans les tiroirs il y a à peu près une quinzaine d'années, et ils ont profité de l'autoroute. Sauf qu'entre 2005 et puis 2020, il s'est passé beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne la biodiversité, en ce qui concerne la disparition des êtres vivants, dont on fait partie. Et je pense que aujourd'hui, c'est vrai que le collectif Kikuri, en petite partie, mais surtout grâce à la prise de conscience et à la mobilisation de tout un territoire, parce qu'il faut rappeler quand même que on s'est fait berner pendant des années sur le fait que chaque projet était bien saucissonné par village, et ce qui faisait en sorte que automatiquement les gens qui étaient en face à Saint-Romain n'étaient pas au courant de ce qui se passait à Sarcey, et les gens des Olmes n'étaient pas au courant de ce qui pouvait se passer à Saint-Romain. Le collectif Kikuri, il a tout de suite pris le taureau par les cornes et a parlé territoire. Donc ça a dérangé beaucoup de gens. Il y a une chose qui est importante, et il ne faut pas être trop long non plus, mais ce travail-là de prise de conscience, il peut se faire qu'avec les paysans, qu'avec les agriculteurs. Donc je terminerai simplement pour vous rappeler, mais je pense que vous êtes au courant, qu'il y a une grosse manifestation mercredi matin avec le collectif des agriculteurs contre l'artificialisation de l'ouest rhodanien. Donc c'est pas du local, c'est du territoire qu'on parle, et avec le collectif Kikuri. Donc mercredi matin à 9h30, avec donc on finira par une petite activité ludique sur ce terrain-là. On ne pourrait pas imaginer, mais
c'est vrai que dans les textes, ce terrain-là, il est normalement voué à redevenir un terrain agricole. Alors, pour ceux qui sont dans le milieu de l'agriculture, ils doivent rigoler, mais on a espoir que mercredi matin, il y aura effectivement un petit peu de verre qui pourra renaître. La mare qui est ici, en dessous, là, est très impressionnante. Il y a un chêne qu'on voit ici. On a calculé son âge, on pense qu'il est au moins bicentenaire et qu'il y a des grandes racines qui plongent dans une mare. C'est très beau. Qu'écologue, naturaliste, c'est une personne qui peut encadrer des sorties grand public. Du coup, on m'a sollicité pour pouvoir venir faire une petite découverte de la zone, une petite découverte des zones humides, parce qu'on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Donc encore faut-il arriver à bien connaître et comprendre les enjeux. Donc là aujourd'hui, c'était sur la thématique des zones humides et de la biodiversité. Donc là, c'est l'aulne, Alnus glutinosa, l'aulne glutineux, qu'on appelle aussi le verne généralement, qui fait un beau bois rouge et qui est une espèce d'arbre qui supporte très très bien l'eau, voire qui aime l'eau, qui a besoin d'eau pour pousser. Et il a la capacité en fait à s'allier avec des petites bactéries qui se mettent en symbiose. Du coup, il arrive à produire lui-même son propre azote. Quand dans le bord des rivières, on voit les racines qui sont toutes rouges avec plein de petites boules rouges. Et donc du coup, lui, là, au bord des rivières, on voit beaucoup de rivières, il a une très forte capacité à épurer l'eau, parce qu'en fait, il fixe énormément d'éléments nutritifs, les racines filtrent l'eau, etc. Et donc du coup, quand ils sont ensemble, comme ça, on peut même parler d'une aulnée marécageuse. Donc là, on est typiquement une végétation de zone humide, par le fait qu'on voit plein de jeunes zones. Alors premièrement, le lierre est un parasite. Non, le lierre se cramponne à l'arbre pour pouvoir accéder à la lumière. Mais il n'est pas du tout, il tire pas sa sève de l'arbre, etc. Et il grimpe comme un support. Sinon, il faudra m'expliquer pourquoi les lierres qui grimpent sur les murs, dans quelle mesure ils parasitent le mur. Après ils abîment les murs, hein, ça c'est autre chose. Si on se pointe en tout cas, voilà, une bonne raison pour dire que c'est pas un parasite. Ensuite, il étouffe pas l'arbre. En fait, généralement, le lierre, quand il pousse bien sur un arbre, c'est un arbre qui commence déjà un petit peu à fatiguer, où du coup, il y a plus d'entrée de lumière et donc il va plus se développer. Mais généralement, il reste sur le bas de l'arbre. Alors ensuite, il va offrir plein d'abris pour plein de petites bêtes. Il va fleurir à une période où personne ne fleurit, c'est-à-dire à l'automne. Il y a une petite abeille qui s'appelle la collette du lierre, qui est inféodée au lierre. Il va donner des fruits quand il n'y a plus de fruits, c'est-à-dire en ce moment. Il va même faire d'autres trucs vachement bien pour l'arbre, c'est que le lierre, là vous voyez, il est vert. Donc s'il est vert, c'est qu'il a de la chlorophylle. Donc ça veut dire qu'il est actif, c'est-à-dire qu'il produit du sucre. Et qu'est-ce qu'il en fait de ces sucres? Il les garde pour lui ou... Eh ben non, parce que toutes les plantes, elles sont gentilles entre elles, elles coopèrent. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pour ça qu'il faut toujours coopérer, faire comme les plantes. Les plantes, elles coopèrent et le lierre, il donne du sucre à l'arbre. Et il donne du sucre aux autres plantes. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Du coup, ça c'est une des mares qui était sauvée. Donc là, vous imaginez que c'était des belles prairies vertes, comme on va voir derrière. Donc du coup, c'est la petite mare perdue au milieu du grand désert. Cette petite mare, c'est quand même pas rien parce qu'elle abrite un dragon. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des dragons qui vivaient chez nous? Eh bien pourtant si. Il y a un dragon qui fait partie de la grande famille des amphibiens, amphibie, qui a deux vies. Il y a une vie terrestre et une vie aquatique. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un triton, effectivement. Donc les tritons, grosso modo, ça ressemble à des lézards, sauf que c'est pas du tout des lézards. C'est lézardiforme, on va dire. Ça a 4 pattes, une grande queue. Pendant l'hiver, ça vit dans des trous de mulot, ça vit à la surface, enfin, ça vit en zone terrestre. Et quand vient le printemps, quand vient la période des amours, c'est-à-dire maintenant, car je vous l'annonce pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est le printemps. En tout cas, le printemps du naturaliste. Ils viennent rejoindre la mare pour pouvoir avoir leurs ébats amoureux. Les femelles vont pondre des œufs qu'elle va cacher dans la végétation, que le mâle aura fécondé au préalable.
Ensuite vont se développer des petites larves dans l'eau. Donc toutes les larves des amphibiens se développent dans l'eau, d'où amphibies. Et quand ils arrivent à l'âge adulte, ils sortent de l'eau. Et donc là ici on a le triton crété qui a une grande crête, qui a un triton qui peut être grand comme ça. Les femelles sont plus grosses que les mâles. C'est normal, elles ont besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir faire plein d'œufs. Et donc du coup là sur ce point d'eau là il y a du triton crété. Le triton crété c'est un grand triton, c'est un triton qui est relativement rare, qui a besoin de mares on va dire bien évoluées, avec beaucoup de végétation aquatique. On peut le voir toute l'année? Des zones de... Comment? On peut le voir toute l'année? Alors là il n'est pas encore arrivé, lui il va arriver en avril-mai. Là on peut avoir d'autres espèces de tritons qu'on va voir plus tard. Donc ça j'en parlerai plus tard. Mais du coup les tritons commencent à arriver dans les points d'eau là. Ça s'appelle gros comment? Un triton crété, c'est grand comme la main pour les femelles. Après les autres tritons, ils sont plus comme le triton palmé ou le triton alpestre. Ils sont gros comme mon petit doigt. Et ils sont où pendant l'hiver? Comment? Pendant l'hiver. Alors l'hiver, ils se cachent à l'abri du gel, généralement dans le sol. Donc ils profitent des trous des campagnols, des trous des mulots, une vieille souche. Par exemple là, quand cette vieille souche morte, là, elle va finir par tomber au sol. Il va y avoir des tritons qui vont se cacher dessous. Tous les amphibiens se cachent comme ça pendant l'hiver. Ils attendent que la mauvaise saison passe. Ils sont pas bien loin. Mais ils sont pas bien loin, voilà. Ils se déplacent sur très peu de distance. Un triton crété, au maximum, il va faire 700 mètres. Et 700 mètres, c'est déjà Beaucoup. C'est déjà costaud pour lui. Donc vous voyez, de proche en proche, 700 mètres, c'est quand même quelque chose. Là, les tritons crétés qui viennent d'ici, ils viennent dans un rayon de 700 mètres. Donc c'est pour ça que quand on sauve la mare, c'est important de sauver les habitats terrestres qui sont derrière. Parce que si le triton crété, il a que la mare, eh ben, il ne peut pas vivre. Du coup, le reste du temps, il faut qu'il puisse se promener dans les haies, dans les buissons, pour pouvoir manger des vers, pour pouvoir manger tout ce qu'il y a. Donc c'est pour ça que c'était important de conserver tout ce réseau de haies. Donc du coup, cette mare, là on voit pas bien, mais parce qu'il n'y a pas encore toute la végétation aquatique qui sort. Mais on voit déjà sur les bords toutes les caractéristiques d'une zone humide. Bon, la première caractéristique d'une zone humide, bon, quand il y a de l'eau libre, c'est facile. Hein. On peut dire que même c'est une zone aquatique. Mais sur tout le bord, effectivement, là on va voir des joncs. Donc les joncs, il y a plein d'espèces, mais c'est une plante typique des zones humides. Après la question ça va être où commence, où s'arrête la zone humide. Et pour ça, voilà. Là j'ai fait des petits sondages. Quand on gratte un peu le sol avec la charrière, là c'est un trou que j'ai fait ici. On va chercher à voir un petit peu la couleur du sol. Généralement dans le sol il y a du fer. Et le fer, selon s'il y a présence de beaucoup d'oxygène ou pas du tout d'oxygène, il ne va pas du tout prendre la même couleur. Donc là sur les premiers horizons, là vous voyez c'est gris-bleu. Bon, un gris-bleu de daltonien, hein, vous dites ce que vous voulez. Ça a cette couleur-là. Donc là on a typiquement du fer qui a dû être réduit. Alors je suis très nul en chimie, je ne vais pas aller trop loin pour ne pas dire de bêtises. Et là on est un sol plus ou moins de zone humide. Et quand on creuse en dessous, là on trouve du sol sableux. Donc là ici c'est des roches granitiques un peu désagrégées qui font des sols sablo-limoneux. Donc en fait ici c'est pas si humide là, juste ici. Par contre si je fais un coup de carrière plus là, on va tomber sur des sols bleus, voire carrément noirs, on va voir un peu après. C'est mon fils. Naturel, dans les zones agricoles, ça n'existe pas. Au sens naturel, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé par l'homme. Toutes les mares qu'on voit dans nos zones agricoles, elles ont avant tout une fonction d'abreuvage. Parce qu'en fait, c'est des trous qui sont créés par l'homme. Ça, c'est une mare d'aménageur. Pourquoi? En fait, ils ont fait donc toute une grande plateforme où il y a des polluants, etc. Et du coup, par rapport à la loi sur l'eau, on est censé pas polluer l'eau, notamment pas mettre de carburant, etc. Et donc du coup, ils avaient des obligations de gestion de l'eau. Donc là, on voit tout un grand fossé qui n'est pas un cours d'eau naturel et qui n'est pas non plus un cours d'eau rural, qui est bien tout droit, etc. Qui fait tout le tour en fait et qui vient ici. Moi, je ne me rappelle plus du tout de ce point d'eau, donc là, tout ce que je vous dis, c'est suite aux observations que je viens de faire. Et surtout, je ne sais pas si vous voyez le petit module métallique là-bas au bout.
Ça, je ne sais plus comment ils appellent ça, ils en étaient hyper fiers à l'époque. C'est les modules de filtration, je ne sais plus du mec qui a inventé ça. Bon, en fait, c'est un gros module où ils mettent des bottes de paille dedans. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle un bassin de décantation. C'est-à-dire qu'en fait, qui récupère toutes les eaux. Et du coup, au cas où il y aurait quand même des pollutions, l'exutoire, donc là où l'eau ressort, pour rejoindre le fossé qui est derrière, qui n'est pas non plus naturel ce fossé, hein, mais il est rural. J'aime bien sur des filles. On parlera un peu des fossés après si vous voulez, parce que sinon je vais faire trop de parenthèses. Et donc là en fait c'est un bassin de filtration pour ne pas polluer les eaux et rendre les eaux au milieu naturel propres. Donc du coup ça a été laissé comme ça. Et du coup comme les eaux qui viennent ici, soit elles arrivent par le fossé, soit elles s'infiltrent dans ce gros tas de terre qui n'est plus ni moins que du sable et des graviers. Donc c'est des sols qui, en fait, ils ont brassé des millions de mètres cubes, hein, donc du coup ils en ont brassé, c'est ni plus ni moins que du sol d'ici, entre guillemets, quoi. Donc l'eau qui vient là-dedans est toute filtrée, et c'est pour ça qu'on retrouve une végétation, là elle est beaucoup plus claire. Il y a des petites plantes là qui ressemblent un peu à des myriophiles qui vont se développer dans des eaux oligotrophes, c'est-à-dire pauvres en éléments nutritifs. Donc du coup on n'a pas du tout le même faciès qu'on avait sous le chêne. Et donc là on en voit un petit peu le long comme ça qui partent là. Donc si vous avez écouté, si on se base sur la présence de joncs, c'est qu'il y a de l'eau, donc potentiellement c'est une zone humide. Et donc là en fait on devine même qu'il y a un fossé. Et si on regarde en fait ce pré là, moi j'arrive à voir que c'est une prairie humide. Alors après ça on va s'aider de notre tarière pour pouvoir confirmer l'hypothèse. Mais là c'est des faciès humides, on voit que le creux est plus vert, donc ça va être plus humide. Et donc du coup traditionnellement des prés qui sont trop humides pour des raisons de pâturage, souvent c'est des herbes qui sont moins consommées par les bêtes, etc. Et donc du coup dans les secteurs ruraux comme ça, on a tendance à drainer un peu ces zones humides. La spécificité de cette zone, donc du coup c'est une zone agricole de polyculture avec élevage, donc avec une grosse dominante d'élevage et de prairies. Donc on est sur des zones colliniennes de semi-plaines entre guillemets, donc on est entre guillemets bas en altitude par rapport au secteur montagneux, notamment autour de Tarare. Donc du coup on a des espèces qui sont liées aux plaines agricoles et au milieu ouvert. Et au milieu ouvert extensif, c'est-à-dire qu'on est sur une agriculture extensive, avec encore beaucoup de surface en herbe. Des prairies assez diversifiées et du coup pas mal de zones humides, de haies, de bosquets, on va parler de bocage, donc du coup avec tout un agrosystème qui on va dire inféodé à ces systèmes agricoles, avec pas mal d'espèces liées à la mutation du monde agricole qui sont gravement menacées en fait. Beaucoup d'espèces du milieu agricole sont en grande régression, donc du coup d'un point de vue des espèces vivantes il y a des enjeux forts. Donc ça c'est pour le volet biodiversité. Les gens ils sont... Alors lui il manque plus de cartes qui reste que le format. Comme ça, l'ordinateur. À mon avis, la proie est bien plus coriace que ça. C'est du lion, non ? Ouais, c'est des campagnols qui chassent. Et donc là, le héron il est comme ça. Le campagnol qui sort pour chercher la petite racine, il est là, flac, comme ça. D'un coup d'un seul, hyper violent. Et tac, avec son bec là. Le campagnol il fait pas le fier. Et donc du coup, les hérons ils adorent se taper des campagnols. Et ça, personne n'en parle, hein, parce que bon, comme on mange pas les campagnols. Alors ici par exemple, là, puisqu'on parlait des zones humides aujourd'hui, là sur le secteur il y a une espèce d'amphibien qui est un petit peu le dragon des eaux, qu'on nomme le triton crété, qui est un grand triton qui est relativement rare en tout cas, qu'on trouve sur peu de mares. Et là il y a toute une petite population
qu'on a réussi un petit peu à maintenir malgré l'autoroute. Et donc du coup c'est une espèce qui, pour se déplacer, est très sensible à ce qu'on appelle les corridors écologiques. Et donc du coup plus on aménage un territoire, plus on coupe ces corridors écologiques, plus cette espèce elle est amenée à disparaître. Et puis après la perte de grandes surfaces brutes, le petit tarier des prés qui lui, comme son nom l'indique, tarier des pâtres pardon, qui lui est lié aux zones agricoles, aux haies, aux prairies. Bon, si on enlève la haie et la prairie, y a le tarier pâtre il s'en va. On va trouver les vanneaux huppés, on va trouver d'autres espèces, le dictème criard pour les oiseaux. Pour les papillons, on va par exemple avoir le cuivré des marais qui lui est lié aux zones humides. Il y a une petite plante qui s'appelle l'oseille, puisqu'il pond dessus, et qui lui va fonctionner par petits patchs, par petits groupes de populations. Plus on détruit de zones humides, plus on isole ces populations, plus c'est un papillon qui est protégé et qui est menacé parce qu'il est lié aux zones humides. Et comme on détruit beaucoup de zones humides, du coup il y en a de moins en moins. Donc voilà, on a, entre guillemets, moi je qualifierais la biodiversité ici d'une biodiversité ordinaire, mais de grande qualité. Et qui est assez caractéristique des zones de piémont comme ça, qu'on peut trouver sur les monts du Lyonnais, mais aussi sur le piémont du Beaujolais. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que moins il y a d'espace pour le vivant, moins le vivant se porte bien. C'est-à-dire que si je vis en forêt et qu'on me coupe ma forêt, du coup je ne peux plus vivre dedans. Les koalas en Australie, ils savent à peu près de quoi on parle. La forêt brûle, il n'y a plus de koalas. Donc je veux dire, on enfonce une porte ouverte pour dire que les aménagements sur d'aussi grandes surfaces, il va y avoir une érosion de la biodiversité. Mais ici, il y a un autre aspect un peu plus problématique et qui se voit moins, c'est la notion de déplacement et de corridor. On a fait une grosse autoroute qui a bouffé des hectares et des hectares de terres agricoles et de terres naturelles, mais on a essayé de la rendre transparente pour que les espèces puissent transiter d'un espace à un autre. Mais si de chaque côté de l'autoroute il y a des zones d'activité, les espèces elles disparaissent. Donc j'ai envie de dire, il y a un petit peu tous ces efforts pour rien. Et puis ici, du coup, les projets sont mités, c'est-à-dire qu'il y a un petit projet par-ci, un petit projet par-là. Et donc du coup, il va manquer la notion d'impact cumulé. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend l'autoroute, plus Boiron, plus la disparition des zones humides, parce qu'il y a un projet d'Intermarché, il y a un projet de ci, un projet de là, si on prend l'impact d'un projet isolé, on va se dire, c'est minime. Mais si on les cumule, tous ces impacts, là ça devient un impact conséquent. Et évidemment que la biodiversité va s'en retrouver érodée parce qu'on lui prive de ces espaces de vie. Une zone logistique, des grands parkings, des grands toits, c'est un peu moins favorable pour le vivant. Enfin, le constat il est là. Pourquoi dans les zones humides ça sent pas bon? Alors c'est quoi la pourriture? Lorsqu'on s'adonne à la flatulation, qu'est-ce qui fait que ça sent pas bon? C'est du méthane. C'est ça, c'est une fermentation anaérobie en absence d'oxygène. Au lieu de faire du CO2, ça fait du CH4. C'est ça, hein? Oui. Et donc du coup on se retrouve avec du méthane. C'est pour ça que d'ailleurs des zones humides, des fois on disait qu'il y avait des êtres, etc., qu'on avait des feux follets. Dû aux émanations de méthane. Après, il y a le regard politique, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos territoires et est-ce que c'est encore utile de faire des gros entrepôts logistiques avec au nom de l'emploi. Donc l'emploi c'est l'exploitation, c'est l'exploitation de la force de travail. Donc c'est l'emploi pour le capital, c'est pas l'emploi pour l'employé. Donc ça c'est mon regard politique. Alors qu'on pourrait avoir un regard plus rural sur ces espaces-là et pas comme juste des terres à aménager pour faire plaisir aux gentils capitalistes. Mais bon, ça c'est mon regard politique. Donc là par exemple on a notre petite plante là. Notre rumex, donc l'oseille. Enfin, c'est un des oseilles, il y en a plein d'espèces. Ça c'est le grand rumex. Et donc là-dessus, ça va être la plante haute
notre petit papillon, le cuivré des marais. Quand on dit la plante haute, la plupart des papillons sont liés à une plante ou à une famille de plantes sur lesquelles ils vont venir pondre leurs œufs. Et du coup, les chenilles vont se développer là-dessus. Donc il y a des chenilles qui sont polyphages, qui vont pouvoir manger plusieurs espèces de plantes toutes d'une même famille, et d'autres qui sont inféodées à une espèce. Donc du coup, la présence de cette espèce-là, de plante, va faire que le papillon va pouvoir être présent. Alors, le cuicuri, le ménan, c'était des secteurs qui étaient identifiés comme des corridors favorables à la faune, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a fait des grands tunnels sous l'autoroute pour que la faune puisse y passer. Donc du moment où on aménage ces secteurs-là et on coupe ces connexions, c'est comme si on bouchait les tunnels qu'on a fait sous l'autoroute pour que la faune passe. Donc c'est à l'échelle locale, c'est des corridors. Après, il y a des plus grands corridors à plus grande échelle, que sont la vallée de la Turdine, que sont derrière la vallée du Soinan, la vallée de la Zergue. Et ici, tout ce plateau agricole de Sarcey, les Aulmes, Bully, c'est la transition entre la grande vallée de la Turdine et la vallée du Soinan et de la Zergue. Et donc, du coup, ça contribue au grand déplacement des espèces. Donc oui, ça fait partie, d'ailleurs c'est identifié comme tel dans le schéma de cohérence écologique de la région, comme des zones de corridors, mais comme il y en a beaucoup. Après c'est toujours pareil, hein, plus on contraint les corridors, plus ces corridors ont des enjeux forts parce qu'il n'y a plus que là que ça passe, quoi. Et donc là vous avez aussi une autre espèce de graminée, donc une herbe, qui est généralement, qui n'est pas forcément dans l'eau, mais en tout cas ça donne bien à l'eau. Vous voyez là ces feuilles flottantes. Ça c'est une glycérie, j'y sais une parce qu'il y en a plein des différentes. Et typiquement ça c'est hyper bien pour les tritons, parce que les tritons ils vont venir prendre leurs petites feuilles. Et comme ça, ils vont faire une petite boucle et ils vont cacher leur œuf au milieu. Donc quand il y a une mare et qu'il y a plein de glycéries, comme celle qu'on va voir juste après, généralement il y a potentiellement plein de tritons. Voilà. On va... Pour revenir sur l'après-midi et la journée, moi j'ai trouvé ça assez chouette là, une petite sortie qui est un petit peu entre guillemets un petit peu improvisée, mais qui passe via des mails, mais il y a 60 personnes qui se mobilisent et qui viennent pour faire traîner les bottes dans la boue et en plein hiver. Et donc moi je trouve ça quand même chouette, ça montre quand même une certaine volonté locale de se réapproprier les choses, de se réapproprier le savoir, de se réapproprier pourquoi est-ce qu'on nous parle de zone humide, pourquoi est-ce qu'on nous parle de ce projet-là. Et je pense qu'il y a une vraie politisation des gens où ils veulent se réapproprier le savoir et les connaissances et comprendre leur environnement, comprendre leur espace. Enfin, moi c'est la lecture que j'en fais. Et voilà, une grosse sortie de 60 personnes, c'est quand même plutôt chouette et c'est plutôt encourageant. En tout cas, j'espère que ça encouragera tout le monde. Okay.